Allô? Au secours, à l'assassin, police, venez vite, je vais me faire tuer. Tenez bon, nous envoyons une voiture. Manuscrits, déchiffrage, mystère. Si vous aimez ces sujets-là, vous devriez adorer cette vidéo. Cabinet Curious, le concept est toujours le même, une vidéo relativement courte pour aborder les points factuels d'un sujet que vous ne connaissez pas. Et si vous le connaissez, vous allez entendre des choses que vous connaissez déjà, mais peut-être des petites choses en plus. Aujourd'hui, je vais vous parler du manuscrit de Voynich, un ouvrage qui fascine les scientifiques, les historiens, les fans d'énigmes et de trucs chelous en général. Mais d'où vient-il? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à le décoder? Et surtout, est-ce qu'on sait où il se trouve aujourd'hui? Pour décoder cet ouvrage, j'ai l'immense plaisir d'être accompagné aujourd'hui par Nota Bene, qui parraine ce 5e épisode. Mes chers camarades, mon cher Fabien, bien le bonjour. Je suis heureux de parrainer ce cabinet Curious et de vous faire voyager sur les traces du manuscrit de Voynich. Et on va déchiffrer tout ça ensemble. Bienvenue dans Cabinet Curious. Voynich. Pourquoi ce nom? Est-ce que cela nous donne une première indication intéressante? Est-ce que ça peut supposer une quelconque origine? Ce que l'on sait, c'est qu'en 1912, Wilfrid Voynich, un collectionneur de livres anciens, s'est rendu dans une communauté jésuite, plus précisément à la Villa Mandragone, à 20 km au sud de Rome. Les jésuites vendaient une partie de leur collection de livres anciens, dont certains dataient du Moyen-Âge, et parmi eux le fameux manuscrit. Composé de dessins étranges et d'un langage incompréhensible, le manuscrit attire vite l'attention de Wilfrid M. Voynich qui le prend, le consulte, et l'emporte avec lui dans le but de le faire analyser par des spécialistes. Une seconde. Cela va marquer le début d'une longue série d'énigmes, et c'est d'ailleurs suite à ces recherches que le manuscrit portera son nom, le manuscrit de Voynich. Oui. Mais ça ne nous dit pas où est-ce qu'il a été écrit, quand et par qui. D'ailleurs, lorsque le manuscrit a été découvert, il ne disposait plus de sa couverture, ce qui laisse supposer qu'il a dû passer entre les mains de nombreuses personnes. Revenons-en à sa constitution. Il faut savoir qu'il est composé de 234 pages de vélin, une peau de veau mornée, une matière très lisse et donc idéale pour l'écriture. C'est un élément qui a permis d'identifier la potentielle période durant laquelle le livre aurait été fabriqué. Grâce à la technique de datation par le carbone 14, les scientifiques ont pu estimer la date à laquelle les veaux sont morts, et donc lorsque le parchemin a pu être créé. Et d'après cette étude, ça se situerait entre 1404 et 1438. D'ailleurs, petite parenthèse parce que c'est très intéressant de savoir comment fonctionne la datation par carbone 14. Il faut savoir que le carbone se trouve sous plusieurs formes. On a notamment le carbone 14, qui est un élément radioactif et dont la radioactivité diminue au gré du temps à partir de la mort d'un organisme. On calcule alors le rapport entre le carbone 14 et le carbone restant. C'est ça qui permet de s'en servir comme indicateur de temps. D'ailleurs, ça permet de dater des objets jusqu'à 50 000 ans. Mais la grande question, c'est pas le carbone 14, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux manuscrit? Ce manuscrit ne contient pas que du texte. Il contient aussi énormément d'illustrations colorées, mais ces illustrations ne donnent que peu d'indications sur le contenu réel du manuscrit. Néanmoins, elles permettent de distinguer 6 sections différentes, traitant de 6 sujets différents. Et avant d'aller plus loin, avant de vous dévoiler de quoi parle le manuscrit de Voynich, laissez-moi vous présenter une théorie. En 1950, le cryptologue William Friedman, un homme brillant qui a notamment déchiffré le code secret des Japonais durant la Seconde Guerre mondiale, s'attaque au mystère de Voynich. Selon lui, c'est sûr, quelqu'un a chiffré le manuscrit. Quelqu'un a volontairement rendu le contenu illisible. Et la théorie a du sens. Au Moyen-Âge, il n'est pas rare que l'on chiffre des documents, des livres, des manuscrits pour préserver le savoir contenu à l'intérieur. Après de nombreuses tentatives à essayer de le déchiffrer, Friedman se met finalement dans l'idée qu'il ne s'agit pas vraiment d'un chiffrement, mais d'un langage créé de toutes pièces. Mais sur les dernières 60 années, nous n'avons trouvé aucun langage similaire dans aucun autre écrit. La piste semble douteuse, mais nous en avons d'autres à explorer. Comme Fabien vous le disait, les historiens ont réussi à déceler 6 sections et donc à comprendre les sujets abordés dans le bouquin. On a la section herbier où on y voit des dessins de plantes. Certaines sont faciles à reconnaître, comme la fougère,
À noter que les herbiers illustrés sont apparus à la fin du Moyen-Âge, ce qui colle quand même avec la période donnée. En deuxième lieu, on a la section astronomie. On y repère des diagrammes d'astres et des symboles de constellations du zodiaque. L'astronomie, c'est une des plus anciennes sciences naturelles, à savoir que ses origines remontent quand même au-delà de l'Antiquité. On retrouve une section biologie aussi, où on constate un texte très dense entouré de dessins représentant principalement des femmes nues. On a la section cosmologie, où on y voit des diagrammes circulaires dont la signification est assez vague, et on peut y voir des îles reliées par des chemins avec la présence de châteaux et de volcans. Cinquième section, la section pharmacologie avec des dessins de plantes légendées accompagnés d'objets représentant des pots utilisés par les pharmaciens de l'époque. Enfin, la section recettes qui est constituée de petits paragraphes avec des puces en forme de fleurs ou d'étoiles. Est-ce qu'on peut simplement en conclure qu'il s'agit d'un ouvrage médical ? Ou est-ce qu'on pourrait penser qu'il s'agit de quelque chose de radicalement différent, comme un manuscrit ésotérique, par exemple, avec des recettes pour créer des potions magiques? Autre hypothèse rigolote, et si en fait le manuscrit ne voulait rien dire du tout, mais qu'il avait juste été créé pour faire parler les curieux? Wilfried M. Voynich a lui-même été suspecté d'avoir écrit cet ouvrage. En tout cas, le doute plane. C'est sans compter l'intervention de Gerard Cheshire, un chercheur à l'université de Bristol au Royaume-Uni, qui a affirmé avoir déchiffré le manuscrit de Voynich, et ce en seulement 2 semaines. Une belle aubaine pour tous les historiens qui étaient dans l'impasse depuis des années. Dans une étude publiée, Cheshire déclare que le bouquin est écrit en proto-roman, une langue qui a succédé à l'Empire romain et qui précède l'ancien français. En gros, une langue parlée entre le 5e et le 10e siècle. Cheshire explique que le texte est déchiffrable lettre par lettre, donc mot par mot, et donc phrase par phrase. Il explique qu'il s'agit d'un ouvrage de remèdes à base de plantes, de bains thérapeutiques et de lectures astrologiques relatives aux préoccupations de l'esprit féminin. Mais je vous arrête tout de suite. Sa théorie ne tient pas debout. Déjà, lorsqu'il fait la traduction, il obtient des phrases avec des trous, sans verbe et avec assez peu de cohérence. Pourtant, il reste convaincu, si sûr de lui, qu'il ira jusqu'à dire qu'il a vécu une série de moments eureka en décryptant le code, suivi d'un sentiment d'incrédulité et d'excitation quand il a réalisé, je cite, l'ampleur de la prouesse, à la fois pour son importance linguistique et sur les révélations des origines et du contenu du manuscrit. Cela a d'ailleurs été tellement pris au sérieux que de nombreux articles de presse se sont enchaînés en déclarant que le manuscrit avait enfin été déchiffré. Pourquoi c'est faux ? Ça c'est une bonne question, Fabien. Déjà le manuscrit date du XVe siècle, or le proto-roman, comme je le disais, fait partie de la première partie du Moyen-Âge, et donc avant le XVe siècle. Mais Cheshire explique que le proto-roman aurait évolué. Et ça, c'est faux. Et par ailleurs, le proto-roman, qui est aussi nommé latin vulgaire, c'était une langue parlée et non écrite. Donc comment le manuscrit aurait pu être écrit dans cette langue ? Et bah pour Cheshire, il s'agirait d'ailleurs du seul document de tous les temps écrit en proto-roman. Mais qui aurait écrit ce livre ? Un médecin qui souhaitait préserver son savoir, un inconnu qui pensait avoir trouvé un remède anti-vieillissement, un écrivain qui avait créé une histoire fantastique ? Eh bien selon Cheshire, c'est une sœur dominicaine située dans une forteresse de l'île italienne d'Ischia qui l'aurait écrit à l'intention de la reine d'Espagne, Marie de Castille. Mais vous vous doutez bien qu'après ces faux éléments, on doute aussi de la véracité de ses propos. En effet, attention aux fake news, ça c'est comme aujourd'hui, ça n'a pas changé. Une autre des hypothèses suggère que l'ouvrage aurait été écrit en hébreu et il aurait été décrypté par une intelligence artificielle à l'université de l'Alberta au Canada. En essayant de traduire le texte, les chercheurs sont partis sur l'hypothèse suivante. Le cryptage reposerait sur des alphagrammes. Un alphagramme est une méthode qui consiste à réarranger les lettres d'un mot pour les mettre dans l'ordre alphabétique. Par exemple, le mot arbre devient aber, contrairement à l'anagramme qui consiste à réarranger les lettres d'un mot pour former un nouveau mot dans l'ordre que l'on veut. Par exemple, soigneur, on peut réarranger pour faire le mot guérison. Selon les chercheurs, 80% des mots étaient présents dans un dictionnaire hébreu. Et pour valider leur théorie, ils ont fait lire la première phrase à un collègue chercheur à eux qui parlait hébreu. Et là, rien. Incompréhensible. Ils ont du coup décidé de traduire cette phrase hébreu en anglais. Et là, pas rien. Étonnamment, cette phrase a du sens. Cette phrase dit « Elle a fait des recommandations aux prêtres, à l'homme de la maison, à moi et aux gens. » Curieux.
Après avoir passé en revue quelques théories, on peut affirmer aujourd'hui que le manuscrit n'a pas encore été déchiffré, malgré les nombreuses tentatives des cryptographes. Une énigme qui résiste même aux plus brillants comme Alan Turing, le mathématicien qui avait résolu Enigma, la machine de chiffrement de l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. L'ouvrage est aujourd'hui conservé à la bibliothèque Beinecke de livres rares et manuscrits de l'université de Yale aux États-Unis. Si vous voulez tenter le déchiffrage, vous pouvez trouver une copie du manuscrit en ligne, juste ici. Et je vous mets aussi le lien en description. J'espère que ce concept de cabinet Curious et que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire les idées de sujets qu'on pourra faire pour un prochain épisode. Ça a été le cas du manuscrit de Voynich. Merci à Nota Bene d'avoir participé à ce 5e épisode. Je vous invite à faire un tour sur sa chaîne. Vous allez apprendre plein de choses passionnantes sur l'histoire de l'Europe, l'histoire du monde, l'Antiquité, la politique, l'économie et pas seulement. Merci Fabien de l'invitation. Si vous me connaissez pas, je m'appelle toujours Fabien Licard, enchanté de vous rencontrer, ça me fait très plaisir aussi, vous pouvez liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines évidemment. Là je vous mets 2 autres épisodes de Cabinet Curious, ici c'est l'île de Pâques et ici c'est les esclaves de l'île de Tromelin. Si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez aussi découvrir un lien dans la description vers mon magazine qui s'appelle Curious, qui sort tous les mois depuis 1 an et demi. Ça fait 62 pages, ça va directement dans votre boîte aux lettres, frais de port inclus partout dans le monde. C'est fait pour stimuler votre curiosité. Si vous cliquez sur le lien dans la description, vous allez sur le site, il y a des articles gratuits, vous allez voir un petit peu de quoi ça parle. En attendant, prenez soin de vous, à très bientôt, ciao. Non, c'est pas moi, j'ai un alibi, j'étais au cinéma.